La Méditerranée, c'est aussi beaucoup de symboles, beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires. La Grèce, toutes les histoires, tout ce qui nous a un peu fondé notre civilisation. Et puis à Marseille, il en est resté des choses euh, comme, qui me sont apparues à un moment comme une évidence, qui sont liées au féminin en fait. Par exemple, la barque, le Pointu, qui est une barque typiques de la Méditerranée, mais assez typiques de Marseille. On les appelle les barquettes. On les retrouve ailleurs, mais avec cette forme assez allongée, ovoïde de barque, mais à l'avant, cette petite proue moi j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un sexe masculin, et en réalité, intégré à la barque, je pense qu'il s'agit d'un clitoris en fait, qui est au su et au vu de tout le monde, sur cette barque. La navette, c'est un petit biscuit emblématique de Marseille qui rapporte à toute une histoire sur laquelle on reviendra, des Vierges Marie, des Saintes Marie de la Mer, qui sont arrivées en barque en Provence par la Méditerranée. Et cette barque, encore une fois, est devenue sous forme de gâteau, d'un petit sablé qui se conservait très longuement, que les marins emmenaient en mer, et qui en fait était un sablé qui ne pourrissait pas, qui restait très sec et qui pouvait en fait être mangé pendant longtemps. Et bien cette petite barque-là, en réalité, représentait un sexe féminin. Donc je vois quand même déjà deux symboles assez forts du sexe féminin ou de la féminité. Marseille, moi, m'apparaît vraiment, même le vieux port, quand on regarde un peu d'en haut du pharo, quand on regarde le vieux port, qu'on voit les forts, pour moi, le vieux port, c'est un vagin, c'est une entrée dans la ville, et c'est très fermé, c'est pas un port ouvert, il y a une petite entrée, et puis se déploie derrière dans la ville, ce vieux port. Donc Marseille, oui, pour moi, c'est une figure, ça représente quelque chose de très féminin. Et le féminin est présent dans tout mon travail, à tout point de vue, mon travail de gynécologue, mon travail d'artiste. Lors de notre première rencontre à l'atelier à Marseille, j'ai pu découvrir que tu consacrais une grande partie de ton travail à la question des femmes. Peux-tu parler de cet engagement et comment définirais-tu ton statut d'artiste en regard de ton autre pratique professionnelle? La question qui pour moi a toujours été présente, c'est qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce que c'est être une femme, en quoi on est une femme. euh, Est-ce qu'on est une femme parce qu'on applique finalement des stéréotypes que la société nous impose, des stéréotypes du style l'empathie, la douceur, l'instinct maternel, voilà, cette discrétion. Est-ce que c'est ça, être une femme? Dans Juan, finalement, c'est un homme qui avait besoin d'avoir toutes les femmes, parce qu'il se posait la question de qu'est-ce qui les différenciait les unes des autres, et c'est pour ça qu'il lui fallait toutes. Euh, Parce que finalement, pour lui, le pénis était tellement important euh, qu'il pouvait mettre des hommes dans la catégorie des hommes. Finalement, c'est simple, ils ont un pénis. Les femmes, elles n'en ont pas. Alors comment caractériser quelque chose par le manque? Au total, peut-être que ce qui caractérise le féminin, c'est avoir une vulve. C'est peut-être la chose que les femmes ont en commun et qui fait être une femme. Je me suis rendu compte, et ça m'a agacé, et ça m'agace encore, que les gens, pour parler du sexe féminin, disent vagin et ne disent pas vulve. Et je me suis quand même interrogée sur la question de pourquoi employer le mot vagin plutôt que le mot vulve. C'est pas une question de grossièreté, c'est pas une question de, de, de côté joli du mot. Ils ne sont pas plus jolis ou plus laids l'un que l'autre. Pourquoi on emploie le mot vagin? Et les anglo-saxons, encore plus, eux, ne disent jamais vulva, ils disent vagina. Et finalement, je me suis dit que quand on ne nomme pas quelque chose, il n'existe pas. Et donc, employer le mot vagin, c'est parler du sexe féminin. Finalement, le vagin est un conduit qui va être virtuel, puisqu'il va prendre la forme de ce qu'il y a dedans, que ce soit un sexe masculin, un enfant,
qui passe à l'accouchement, il va s'agrandir, se rétrécir et être virtuel sous forme de deux parois qui appuient l'une sur l'autre dans la vie normale. Et bien entendu, il ne se voit jamais, alors que la vulve est vraiment un organe qui est assez spécifique dans les espèces. C'est un organe lié au plaisir et qui ne sert qu'à ça. Hein, le vagin va servir à la reproduction, dans 20-30% des femmes va servir au plaisir, mais il y a quand même environ 70 à 80% des femmes qui n'ont pas de plaisir par stimulation vaginale, mais qui ont un plaisir clitoridien. Donc nier la vulve, la rendre inexistante, c'est aussi, même dans l'esprit des femmes non averties, nier l'existence d'un potentiel sexuel, d'épanouissement tout à fait naturel. Ça m'a interrogée beaucoup et je me suis dit, au fond, peut-être que dans toutes ces populations qui vont exciser les femmes, qui vont enlever le clitoris des femmes, c'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire c'est faire taire cette capacité sexuelle des femmes. Et donc, j'ai eu l'impression que ne pas employer le mot vulve, employer le mot vagin, c'était en quelque sorte faire une sorte de mutilation génitale verbale, quoi, linguistique. Et un jour, tu as employé le mot de informulable. Est-ce que tu peux préciser aussi sur cette idée on ne dit pas, oui, informulable? Mais ça m'est venu à l'esprit surtout à propos de la souffrance féminine, des douleurs psychologiques en fait. J'avais pensé à cette histoire-là lorsque j'ai travaillé sur la question des pertes d'enfants, des fausses couches, des interruptions thérapeutiques de grossesse, de ce que les femmes pouvaient ressentir même des IVG, hein, dans ces moments de grande douleur psychologique liés aux échecs de l'enfantement. Moi, je suis assez intéressée par les ex-voto, par les rituels un peu superstitieux, très méditerranéens, encore une fois, très latins, on va dire, parce que ça s'est bien exporté aussi en Amérique du Sud. Donc, je suis assez intéressée par ces choses-là. Et je me suis dit que finalement, ce retour à la religion, ce retour à la magie, s'en remettre à une instance comme ça, un petit peu magique et supérieure, je me suis demandé si la fonction de l'art, c'était pas aussi à ce niveau-là que ça se situait. Que, au total, ce qui n'est pas formulable en mots pour exprimer une douleur tellement intense, un chagrin tellement important, se retrouvait pas en place de religion, ou en place de magie ou de rituel un peu magique, si l'art ne venait pas, au moins pour moi, mais je pense pour beaucoup, prendre cette place de pouvoir formuler d'une certaine manière quelque chose qui est informulable par les mots. C'est vrai que cette navette, un jour j'ai comme ouvert les yeux, puisque finalement j'ai grandi en mangeant des navettes très régulièrement, en les voyant dans toutes les boulangeries depuis l'enfance. Et puis il était dit que c'était un bateau qui avait amené les maris, voilà, les vierges, les maris, pas les vierges, mais les maris en Provence, d'ailleurs pas n'importe quel Marie, hein, Marie-Madeleine, la Vierge Noire. Donc ce bateau fendu en son milieu, d'un coup je me suis dit, mais c'est pas un bateau, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette barque fendue en son milieu? En réalité, et la forme est assez évidente, d'un sexe féminin. Vraiment, ça m'a sauté à la conscience. Et en réalité, à partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis penchée sur ce biscuit. Et donc, j'ai un peu approfondi toutes les histoires liées à cette navette. Voilà, les navettes sont un peu nées comme ça. Je me suis dit, oui, puisqu'il y avait des histoires attachées à ce petit biscuit, finalement, je pouvais raconter des histoires avec ce petit biscuit. Oui, oui. Voilà. Comment c'est né, comment ça se matérialise? Si je peux prendre on va dire chronologiquement, par exemple, au départ, j'avais pas une pratique artistique importante, donc j'ai commencé par faire un peu des photomontages. Donc dans les photomontages, sur le plan ethnologique ou psychanalytique, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était cette histoire de vagina dentata, de vagin denté, qui est quand même quelque chose qui est
bien interculturelle, qui sûr. est une peur très commune des hommes, qui est cette histoire que le vagin a des dents et qui risque de castrer les hommes. Donc, une des premières choses premières navettes que j'ai fait, c'est cette navette dentée avec finalement des très jolies lèvres de femme et on voit de petites dents. Et là, c'est un photomontage que j'ai fait parce que je faisais pas mal de photomontage à cette époque-là. Après, par exemple, la navette avant Simone, qui est une navette, je voulais parler de l'avortement. Je voulais parler de l'avortement finalement du point de vue médical et du point de vue des femmes. Moi, j'étais assez marquée par le fait que les femmes, ça c'est dans les récits de ma grand-mère maternelle qui avait une vie de femme assez libre, l'avortement étant illégal, eh bien, c'était connu que les femmes mouraient de pratiques abortives illégales. euh, le plus souvent, c'était avec des aiguilles à tricoter. Elles prenaient le matériel qu'elles avaient. Et tout naturellement, puisqu'il s'agissait d'avortements illégaux, l'idée du tricot m'est venue. Donc j'ai tricoté une navette, alors là en laine un peu poilue, noire, presque mystérieuse, et puis bien un petit fil rouge entortillé Mmh. sur les aiguilles, comme on peut le voir, pour figurer du sang. C'est venu, je dirais, presque naturellement, finalement, cette navette sur l'avortement que j'ai appelée Avant Simone, pour dire que vraiment il Mmh. s'agissait d'avant la légalisation. C'est une navette que j'ai appelée Marcella del Campo, parce que j'aime bien leur donner des noms à mes navettes, et puis si il peut y avoir un nom de femme, un prénom de fille, j'aime bien. Donc Marcella del Campo, bien sûr, clin d'œil à Marcel Duchamp. C'est une navette qui s'est faite toute simple, tout simplement parce que moi j'amasse, je collecte plein d'objets. L'atelier c'est un peu le témoin de tout ce fatras d'objets dont je m'entoure finalement qu'un jour je vais prendre pour faire quelque chose parce que c'est ce jour-là que ça va se faire. Ce jour-là, j'avais une saucière en porcelaine blanche, comme le fameux vase, et j'avais aussi une coque de grosses noix que j'avais exotique, que j'avais en forme de finalement fendue, de boule fendue, et de poser cette coquille dans cette saucière, ça a été un ready-made finalement, Oui. mais qui s'est fait tout seul. Instinctif. Ah oui, complètement, il s'est fait tout seul. J'ai posé le truc, c'était fait. Là, c'est celle qui m'a demandé le moins de travail, hein. Il y avait Oui. un truc là, hop, Oui, j'ai mis oui, les deux et oui. c'était fait. Pour parler des ex-voto, par exemple, c'est sûr que moi j'ai été élevée dans une école de filles catholiques et chaque année il y avait des messes à Notre-Dame de la Garde. Donc depuis toute petite, on m'a toujours emmenée passer 2 heures de messe à Notre-Dame de la Garde. Alors quand tu as 7, 8 ans et que tu es une petite fille rêveuse, et que je ne sais plus si la messe était en latin ou pas, que tu comprends rien de toute façon à ce qui se passe, ou que tu t'ennuies, ou que tu n'es pas concerné, ou que c'est une espèce de rituel auquel tu participes, que tu comprends pas bien, finalement tes yeux se portent sur la crypte, et puis là, moi j'étais mais fascinée par les ex-voto de Notre-Dame de la Garde. C'est-à-dire, j'ai le souvenir de ces colonnes de maquettes de bateaux, de tous ces marins qui, à un moment donné dans la tempête, ont cru mourir et on dit à Notre-Dame de la Garde, on dit à la Vierge, sauvez-moi, je vous ferai une maquette. Et moi, je passais des heures à regarder ça et je pense que ça m'a vraiment imprégnée. Alors, Oui. effectivement, quand au hasard des voyages, je tombe sur un ex-voto métallique, un petit objet comme ça, votif, ça me Mmh. touche énormément et Mmh. je suis très attirée par ces objets que l'humain finalement va fabriquer pour un peu accéder au divin par le biais de la Oui. religion finalement, Bien hein. sûr, Et oui. du coup, je peux me servir de ces objets-là ou en créer Oui. en vis-à-vis de cette histoire qui m'a imprégnée finalement, hein, Oui, des oui. ex-voto. Comme My Little Fanny, euh, euh,
Donc, My Little Fanny in the Stormy Ocean of Motherhood est une navette, une grande navette que j'ai faite, qui met en lien à la fois les barques, les ex-voto et la tempête liée à la maternité qui est très Oui, bouleversée, souvent douloureuse. très douloureuse, Oui. de, 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 finalement comment une petite barque peut rester à flot, c'est un peu une métaphore de comment une femme peut tenir la route, peut avancer avec de tels chagrins, de telles Mm. meurtrissures, Mm. voilà, dans son être et dans son cœur et dans ses espoirs. Euh, et effectivement, pour moi, c'est un vrai ex-voto et en plus, il a rempli sa fonction, quoi, ex-voto. Broder, coudre, tisser. Comment échapper aux stéréotypes infligés depuis des siècles que ce n'est rien que travail de fille? Cette survivance est-elle inévitable? Effilocher la norme, le convenu auquel tu t'attaches, le rôle de l'artiste n'est-il pas de subvertir? Effectivement, je pense que pendant des siècles, la broderie a été associée à, à l'intime, à l'interne, à l'intérieur des maisons, hein, la femme étant cantonnée à l'intérieur, l'homme étant à l'extérieur dans la société. Et la femme avait cet accès à la broderie, broder son trousseau dans le but de se marier, parce qu'il n'y avait pas trop d'autres destins pour une femme que le Oui. mariage. Donc dès son plus jeune âge, elle brodait son trousseau. Son occupation de broderie était ce qu'elle toujours destinée à un but finalement domestique et pas social, était à l'intérieur de la maison, l'intérieur du mariage, l'intérieur de la famille, et tout ça restait bien tranquillement enclos. Moi, je suis d'une génération de femmes, effectivement, où il y a la libération des mœurs, où le mariage ne représente plus, même si quand même quand j'étais jeune c'était important, mais j'ai vu tout ça se casser la figure. Donc la broderie elle-même a changé aussi de statut. Si les femmes brodent ou tricotent, c'est aussi une manière de s'exprimer. Je pense que dans l'art, euh, la broderie est devenue un médium, comme le dessin, comme un dessin en volume, comme une manière de, loin de la décoration, de pouvoir exprimer des choses qui peut-être empruntent à des codes anciens. Enfin, moi, je sais que pour moi, je pratique pas mal cette manière-là, c'est-à-dire que je vais emprunter à des codes anciens comme le monogramme dans un drap ou voilà, euh, des codes de broderie pour dénoncer des choses qui me mettent en colère, par exemple. Donc, si je vais faire un objet comme C'est pas ça, qui est une culotte brodée, ben, je vais utiliser une culotte en dentelle, mais je vais broder un message dans le fond de la culotte. Je vais un message en rouge pour que ça évoque quand même du sang féminin, sang des règles. Je vais l'entourer d'or pour en faire un peu un objet sacré et presque liturgique. Donc à la fois, je vais ça fait référence à une histoire personnelle concernant les règles. À la fois, je veux dire qu'il n'y a rien de sale, qu'il n'y a rien d'impur Oui. dans ce sang des règles, et que même, à la limite, je veux le sacraliser pour dire que si les femmes vivent ça comme ça périodiquement, ben, c'est aussi pour pouvoir reproduire les générations et que ça a quelque chose de sacré. Pour moi, ça a quelque chose à la fois très naturel et de sacré. Donc, ben, je sais que c'est très politiquement incorrect de parler du sang, du sang des règles, de parler du sexe des femmes. Donc, dans une culotte, c'est un peu tabou, c'est caché, on doit cacher tout ça. Donc ces broderies, le matériel sur lequel je brode, c'est des matériaux anciens. Je peux chiner des mouchoirs, dans des brocantes, des mouchoirs de femmes, mais aussi des mouchoirs d'hommes, des grands mouchoirs. Je chine aussi des draps anciens. J'aime beaucoup les draps de métis, les draps de lin, les draps de chanvre, les draps de coton. Alors bien sûr, il y a ces très belles broderies, ces monogrammes sur les draps,
mais j'aime surtout les draps rapiécés, les draps troués, usés, des draps qui ont une vie, qui ont eu une vie. Et je trouve que pouvoir faire des broderies sur ce matériel ancien qui a son histoire, que j'imagine, euh, c'est très important. J'ai fait toute une série de broderies sur le vaginisme. Le vaginisme, c'est donc un symptôme un peu phobique qui se traduit par l'impossibilité pour une femme d'être pénétrée, euh, essentiellement par un sexe masculin. Et donc c'est une contracture involontaire, totalement inconsciente, d'une femme par la peur de la pénétration, une sorte de peur de la pénétration. Et j'ai demandé à des femmes de dessiner leur appareil génital. Et effectivement, on remarque dans ces dessins qu'il y a une impossibilité. C'est des dessins, je vous montrerai les broderies, elles sont petites, dissociées, l'interne et l'externe est dissocié. Et ça m'a intéressée de les broder sur des draps anciens parce que je me suis dit finalement, ces histoires se passent toujours dans un lit. Cette histoire mythique de montrer les draps tachés de sang après une nuit de mariage, comme une performance, que la femme doit saigner, doit montrer à tout le monde que l'homme a pu la pénétrer, qu'elle était bien vierge. Et que, donc, les draps représentent la scène où ça se passe. Donc, broder ces draps pour moi, c'est vraiment y remettre une histoire individuelle, mais de ces femmes qui ont fait ces dessins, mais aussi universelle, de toutes ces femmes qui ont peur le jour où ça se passe, le jour du mariage, la nuit de noces, qui ont cette terreur de qu'est-ce qui va venir risquer de les déchirer, de les blesser. Et ces draps que j'utilise ont certainement connu ces nuits-là. On a connu aussi peut-être des nuits de rapports sexuels formidables, des nuits de fièvre, des nuits des morts, des derniers soupirs. Et j'aime utiliser, dans leur histoire, j'aime utiliser ce matériel-là. Qu'est-ce qui a suscité l'idée de faire dessiner tes patientes? Comment ces dessins intimes et privés viennent enrichir tes propres recherches? Et comment des matières utilisées à des fins artistiques viennent se confronter à une pratique exclusivement médicale? J'ai fait faire ces dessins sur des demi-A4 dans mon cabinet. Comme moi, je fais des dessins pour expliquer, j'ai ces feuilles de papier, je tends le crayon. Donc ça imposait un format aussi de broderie. Et le noir s'est imposé comme une pauvreté. Pour moi, c'est l'absence de couleur aussi, le noir. C'est vraiment la simplicité du trait, quoi, du trait de crayon en quelque sorte. Et le fait de garder dans ces broderies le cadre, je me suis dit, au fond, oui, parce que broder le motif seul au milieu d'un drap, c'était le perdre dans une immensité, le garder dans cette feuille de papier représentée par le bord brodé, c'était aussi le mettre comme ça dans une cartouche un peu de hiéroglyphes. Oui, ça en faisait un symbole parce que de cette souffrance féminine ou de cette absence de représentation de soi, de cette absence de continuité interne-externe qui fait qu'il y a un trouble qui se propose vraiment chez ces femmes. Dans la littérature, tu as aussi des sources d'inspiration? Je me rends compte qu'à un moment, je lis beaucoup, j'écoute des conférences, je participe à des congrès, j'entends des choses et puis, pof, je vais m'arrêter à un moment sur une citation, sur une phrase, sur quelque chose qui va résonner en moi, je suppose. Et je vais la garder dans un coin et je sais qu'un jour ou l'autre, je m'en resservirai. Je pense à la phrase je suis une pièce de soie rose qui flotte au vent au milieu du marché, par-dessus le marché et qui ne sait dans quelle main elle va tomber. Bon, c'était dans un concret sur la santé sexuelle. Et cette phrase de chanson, ce refrain m'a attrapée, je l'ai noté. Ça parle de la dépendance des femmes, de la vulnérabilité, de la fragilité des femmes. Et ça, c'est une phrase dans un congrès que je vais noter.
je vais la noter, puis je m'en servirai un jour, je ne sais pas quand. Puis un jour, ouf, elle revient, et là, elle s'impose. Et là, je vais la broder. Et comme j'ai pas de soie rose, parce que j'achète plutôt du blanc, ben, je vais teindre ma soie avec de l'encre que j'ai, je vais la tremper, hop, ça devient rose, et je vais la broder. J'achète dans des brocantes, il faut que je me retienne parce que j'accumule des tissus, j'accumule des draps, on m'en donne. J'ai beaucoup de matériel et heureusement de temps en temps je suis obligée de mettre un peu d'ordre dans mon atelier et je redécouvre des pièces de tissu qui là vont m'inspirer et pof d'un coup ces phrases vont venir s'intégrer à ce tissu là parce que c'est ce tissu là qui va c'est la bonne texture, c'est le bon matériau qui va d'un coup me dire, bah oui, c'est avec ça que je vais pouvoir faire cette idée-là que j'avais depuis longtemps et qui était dans l'air comme ça, un petit peu non matérialisée, qui était comme une idée. Voilà, je note mes idées et après j'y reviens. C'est là que dans l'atelier, bon, j'ai toute une collection, j'ai une boîte de fils rouges, j'ai une boîte de fils d'or, d'argent, Ce sont tes outils. C'est mes outils, c'est ça qui vont me permettre de dessiner en volume parce que peut-être je ne suis pas une grande, enfin, je sais dessiner, mais je pense que ça a plus de puissance pour exprimer ce que je veux dire dans une broderie en volume, même si je ne suis pas une grande brodeuse, mais j'arrive à pouvoir exprimer en broderie quelque chose que je trouve je n'arrive pas à exprimer par le dessin. J'ai effectivement l'impression que je procède comme ça. En réalité, qu'il y a beaucoup de choses qui flottent. Autant les objets sont là, le matériel est là, les idées sont notées mais sont dans la tête. Et puis parfois, ça donne des choses totalement nouvelles que je n'avais pas prévues du tout et ça prend un tour qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu mais qui me plaît beaucoup. Et ça a un effet de surprise en fait, complètement. Ça, j'adore cet effet de surprise-là, comme si quelque chose qui sortait de moi sans que je l'ai voulu vraiment et qui, en fait, exprimait quelque chose de moi qui m'échappe. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est comme la broderie sur le sang, la honte. C'est vrai que j'avais ce drap un peu taché d'encre rouge. J'ai pris un fil d'or, j'ai brodé un peu comme on crayonne au téléphone. J'ai un peu rajouté des perles transparentes au passage qui traînaient là. Puis au total, ça a fait quelque chose d'un peu étrange, mais qui ressemble presque à un appareil génital d'ailleurs, et qui fait un tout qui me plaît sans l'avoir calculé du tout à l'avance. Alors j'aimerais penser qu'il s'agit de l'inconscient qui passe dans l'art, ou de la transe qui est créative. Mais il y a de ça quand même. Voilà, je le souhaite et j'aimerais lâcher prise au point de pouvoir très souvent pouvoir faire ça. J'aime me servir de mes mains, j'aime que mes mains travaillent et que ma pensée, pendant que les mains travaillent d'ailleurs, soit un peu libérée, flotte. Quand je brode, il y a des moments assez lents où je vais faire des choses un peu répétitives, presque un peu ennuyeuses, et où la pensée va cheminer et amener à d'autres choses pour réinscrire dans le tissu avec d'autres motifs ou une autre orientation ou une nouvelle œuvre. Alors j'aime beaucoup travailler de mes mains et je pense que j'ai été privée. Je pense que quand même dans cette espèce d'impulsion que tu ressens, dans ce jaillissement-là, il y a quand même des années de vie où l'envie était là, où le désir de faire était là, et où finalement j'étais dans une certaine impossibilité de réalisation. Et qu'à partir du moment où j'ai décidé que maintenant je ferai, c'est vrai que le désir accumulé se libère et trafiquer, chercher, mettre des matériaux ensemble qui n'ont rien à voir, marier mettre de la cire sur des photos par exemple, ou faire tremper
des bribes de papier dans de la cire, les mouiller, faire du papier mâché, transformer, essayer comme ça, tenter des choses, c'est vraiment un plaisir immense. Lorsque j'ai brodé des broderies très longues, ça c'était pendant la période du confinement, notamment celle qui s'appelle Nos odeurs mélangées, qui est une broderie finalement, c'était une forme de culotte que j'ai intégrée à un mouchoir, un grand mouchoir d'homme, qui parle finalement de l'après-rapport sexuel, non formaté, non, je dirais non conjugal, dans le sens que bon, ben, c'est pas la douche après, c'est pas le nettoyage, c'est peut-être le rapport non prévu dans la campagne, dans un endroit insolite, qui va faire qu'une femme va garder après un rapport l'odeur, leurs odeurs mélangées, quoi. On va garder quelque chose qui va nous renvoyer à ce moment, tout simplement dans une partie. C'est un désir infini en fait. Oui, ou un plaisir Un infini. plaisir infini. Finalement, de garder ce souvenir olfactif qui est quelque chose d'assez voilà, subtil. Mettre la question de l'odeur, de la sexualité dans une broderie, ça peut paraître un peu étrange, et je l'ai appelée Nos odeurs mélangées. C'était une broderie qui était, comme je voulais intégrer cette histoire de dentelle sous forme de broderie dans un mouchoir, ça a été très long à faire. Et donc, même si mon esprit chemine pendant que je fais des broderies longues, il y a un moment où je sature un petit peu de ce genre de choses. Donc j'avais envie de faire des petites broderies rapides. En fait, j'avais envie de faire vite quelque chose. Ouais. Et peut-être parce que j'étais dans cette humeur-là, un peu dans l'érotisme ou quelque chose de cet ordre-là, j'ai eu envie de faire j'avais un petit carnet ravissant qui généralement est quelque chose qui m'intimide. Dans l'écriture, ça m'aurait intimidé, tu vois. J'aurais pas pu écrire dans ce carnet parce que ils sont tellement beaux. C'est des carnets indiens faits à partir de chiffon. Là aussi, il y a de la transformation de tissu. De la matière. Une matière magnifique, c'est tissé, mais c'est du papier, les bords sont frangés. Et ce carnet où je n'aurais jamais pu écrire, ben, j'ai eu très envie d'y broder quelque chose que j'ai appelé coup de foudre. Alors ça, c'est un petit peu entre le sketchbook, quoi, le dessin de croquis, Bien sûr. le croquis, le carnet de croquis, un peu, ça a un peu de la BD. Ça raconte des petites histoires. Ça raconte des petites histoires, Ouais. chacun va se les interpréter un peu comme il veut. Je me suis régalée à faire ces broderies en 2 heures, 3 heures de temps, un petit projet, hop, hop, je le dessine, je le brode, c'est fait. Mais chaque fois que j'ai mis des images de ce petit carnet, c'est vrai que j'ai senti que les gens, il y avait une petite jubilation à ces images-là, qu'elles étaient bien comprises. J'ai rajouté de l'aquarelle. Je me suis fait plaisir, quoi, rapidement, dans des petites pages simples. Et ça a bien accompagné ce travail long qui raconte des choses peut-être plus intimes, plus profondes. Ces petits carnets, je ne sais pas pourquoi je pense, il me vient, mais il faut que j'explore parce que je suis ignorante à ce sujet-là, les riches heures du duc de Berry, oui, tu vois. Oui. Et en aussi, fait, c'est une sorte de raconter la vie des jours et des saisons. Voilà. Donc, et Bonne de Luxembourg qui a fait La plaie du Christ, et tu vois, à la fois ça a de l'enluminure, ça a du texte, voilà, ça m'évoque un peu ça, ce petit carnet comme ça, absolument, un peu, qui renferme. Oui, et puis on revient aussi à l'idée d'un livre sacré, ça peut être un psautier, ça peut être ou quelque chose d'autre en tout cas. Moi j'y vois vraiment aussi l'évolution, et on l'avait évoqué, c'est-à-dire voilà, du livre d'artiste et d'une œuvre à part entière, et il l'est d'ailleurs, je trouve. Je ne pourrais pas écrire dans ces carnets ce que j'écris sur d'autres. Mais par contre, là, raconter, voilà, broder comme ça a été un passage à l'acte qui même m'a surpris, parce que j'aurais pu garder ce carnet des années sans oser y toucher. Et là, le fait de le broder m'a permis de passer à l'acte. Je pense que le sexe féminin, quand je montre quand même ce que je fais, il y a des gens qui manifestement sont horrifiés, ne peuvent pas voir ça. Il y a des gens qui sont intéressés, qui sont sereins par rapport à ça et intéressés. Je vois des hommes
rejeter la question des femmes aussi, rejeter cette question de la vulve. Mais je vois beaucoup de femmes rire. Et je pense à cette histoire de Bobo qui a fait rire Déméter, qui pleurait, qui était très dépressive et qui pleurait dans le mythe de la mort de sa fille, Perséphone. Bobo était une servante qui, qui a soulevé sa robe et qui a montré sa vulve à, À la Déméter, déesse. et qui du coup, Déméter a éclaté de rire, et à partir de là, elle est sortie de sa dépression. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu comme ça dans ce que je fais, c'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de femmes, et j'espère quelques hommes, il y a quand même une espèce de détente, de décontraction par rapport à cet objet si caché, à cette partie si, désacralisation. voilà, si intime et qui embarrasse, que tu disais, qui embarrasse pas mal.